Plan de salut national du regroupement politique Le Centre. Congolais du Nord, Congolais du Sud, Congolais de l'Est, de l'Ouest et du Centre, frères d'une seule et même patrie. Chers compatriotes, depuis plus de 25 ans, nous avons assisté presque passivement à une crise sécuritaire et militaire qui a fait à ce jour plus de 6 millions de victimes parmi nos frères, nos sœurs, nos mères et nos enfants, sans que nous n'ayons été en mesure d'y apporter de solutions définitives pour établir durablement la paix et la sécurité sur notre territoire. Le peuple congolais va-t-il à nouveau, comme cela a été le cas toutes ces années, se résoudre à tolérer par une passivité complice cette énième agression rwandaise? Le Centre croit que non. Il nous faut réagir et réagir vite. Pour ce faire, il nous faut parler avant tout d'une seule et même voix. Il nous faut au préalable nous accorder sur ce qui est essentiel pour nous tous, car comment un pays divisé peut-il faire front face à l'ennemi? Comment un pays divisé peut-il lutter contre un adversaire méthodique et déterminé? Mais pour parler d'une même voix, nous devons nous regarder en face, nous Congolais, nous élite politique, nous élite sociale, pour enfin pouvoir nous dire toutes les vérités qui s'imposent. Nous devons dès lors, en résolvant cette crise interne qui continue, telle une épine, à miner nos relations, à miner la cohésion nationale, nous devons, disais-je donc, transcender toutes ces divergences pour ne voir que l'intérêt du Congo et du seul Congo. C'est possible. Nous l'avons déjà fait. Nous pouvons encore le faire. Aujourd'hui, c'est une nécessité plus qu'hier. Sinon alors, comment comprendre en effet que malgré l'agression dont notre pays est victime, nous continuons à nous diviser sur les questions de fond relatives au processus électoral, à l'avenir de notre démocratie, au lieu de trouver un consensus définitif sur la constitution du bureau de la CENI, la loi électorale et le calendrier électoral. Pour parler d'une même voix, nous devons aussi chercher, et c'est essentiel, des solutions à la crise économique et sociale aiguë, provoquée par l'effritement du pouvoir d'achat et la flambée des prix. Cette situation est génératrice d'une forte tension sociale, d'un désespoir soutenu du peuple congolais, ce qui constitue un ferment pour tous les extrémismes. Le tableau ainsi peint nous conduit à faire les propositions suivantes. Tout d'abord, des actions globales et des actions pertinentes sur le consensus institutionnel rendu nécessaire par ce constat que nous venons de faire.
Nous disons à ce sujet que pour parvenir à un consensus national, sur les questions institutionnelles et politiques, les décisions suivantes doivent être prises ou adoptées avec courage. 1. La mise en œuvre d'une politique d'ouverture du chef de l'État en vue de renforcer la cohésion nationale en cette période de guerre. Je l'ai dit, la situation que nous traversons aujourd'hui, nous l'avons déjà vécue. Et en d'autres circonstances, d'autres pouvoirs ont su tendre la main, rassembler la nation. Et le M23 avait été vécu, Goma avait été récupéré, Bunagana avait été libéré. Je parle ici des mêmes événements auxquels nous avons eu à faire face en 2013. Ce n'est jamais évident de tendre la main, mais le chef de l'État, comme garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, a le devoir, en ce moment de crise prononcée, de tendre la main à ses adversaires, même les plus farouches. Nous pensons aussi que pour que cette cohésion nationale recherchée au nom du salut national soit une réalité, il faut qu'il y ait la tenue des états généraux des services de sécurité intérieure, en vue d'une part de renforcer leurs capacités opérationnelles, et d'autre part pour revoir, et c'est essentiel d'insister sur ce point, revoir les protocoles d'action de ces derniers, qui doivent définitivement aujourd'hui plus qu'hier s'adapter à l'environnement démocratique. Nous ne pouvons pas d'un côté avoir des institutions et un pays qui a une vocation démocratique et de l'autre côté des instances chargées de la sécurité intérieure qui gardent, parce que les réformes n'ont pas jusque-là été menées, les mêmes protocoles de fonctionnement qu'à l'époque du monopartisme. Et cela explique que bien parfois, au-delà de la bonne volonté des décideurs, dans la pratique, il y a encore un décalage. Donc il y a urgence à réorganiser les services de sécurité intérieure et à structurer de nouvelles approches de fonctionnement de ces dernières. 3. La libération de tous les détenus qui ont été interpellés pour l'expression radicale de certaines opinions et le retour vers des procédures plus conformes à nos lois. Il y a d'un côté un abaissement généralisé du débat politique où nous constatons très malheureusement que l'espace politique congolais est devenu un champ dans lequel il y a une espèce, comment dirais-je, de narcissisme masturbatoire juxtaposé, qui se concrétise dans les faits par des invectives, je l'ai dit, par de la diatribe stérile, par toutes ces joutes oratoires qui, au lieu de faire avancer, abaissent le débat national. Les combats de coq, certains pensant toujours mieux faire que les autres, et certains pensant ne jamais rien faire de mal. Une démocratie qui veut être porteuse de solutions de développement ne fonctionne pas ainsi. Le débat doit être un débat de qualité, doit être un débat de fond, un débat qui privilégie l'alternative plutôt que la simple alternance. Il faut également, dans cette même logique, au niveau du 4e point, travailler pour l'assainissement radical du secteur médiatique. Parce que la presse a une responsabilité dans le schisme que nous connaissons. Il y a une véritable guerre civile oratoire en ce moment en République démocratique du Congo. La presse a une responsabilité. Parmi les préalables, notre plan propose aussi
qu'il y ait un assainissement radical du secteur médiatique pour redonner à au métier de journaliste, au secteur de la presse, c'est l'être de noblesse. C'est un métier extraordinaire. Et nous, qui avons tellement de gratitude vis-à-vis de la presse, nous sommes un peu nostalgiques de cette presse de qualité qui nous a permis d'émerger dans l'espace politique à travers des idées, à travers des propositions fortes, à travers des débats constructifs. La presse a une responsabilité dans la réussite, si vous voulez, de la quête que nous voulons du salut national. Et cela continue dans notre plan. Il faut également qu'il y ait, et c'est le 5e point, un renforcement obligatoire des capacités des nouveaux acteurs politiques, en vue de leur donner des orientations éthiques quant à l'animation du débat public. Le débat public, pour tous ceux qui commencent la politique, jeunes et vieux, ne peut pas se réduire à des invectives et à des diatribes. Le débat politique, c'est la contribution d'un groupe ou d'un individu par des idées, par des critiques qui peuvent être acerbes et constructives, mais détachées et impersonnelles. Et c'est là que se trouve la frontière entre la critique, l'opposition et l'injure et la haine. La nouvelle classe politique doit se reformer. Les partis politiques doivent former leur cadre. Lorsque vous envoyez un cadre dans les médias, rassurez-vous qu'ils viennent avec des critiques fouillées, un savoir affermi et une contribution certaine au débat public. Faire la promotion des insulteurs nationaux comme instrument de politique, comme instrument de communication politique, abaisse le niveau politique en République démocratique du Congo. Et ceci est dommageable, aussi bien entre nous, Congolais, parce qu'il n'y a plus d'idées, parce qu'il n'y a plus de propositions alternatives, mais aussi en termes d'image, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement ouvert à travers les nouvelles technologies de l'information, où circulent dans les groupes, dans les réseaux des pays africains, l'image d'une classe politique théâtralisée, médiocre, à la limite de la kakistocratie. Et ce n'est pas normal. La République démocratique du Congo est une grande nation. La politique est un secteur d'excellence. Lorsque le Camerounais, lorsque l'Ivoirien, lorsque le Sénégalais, lorsque le Ghanéen suit un acteur politique congolais sur lequel il serait tombé sur les réseaux sociaux, il doit pouvoir se dire, en le regardant, comme nous, lorsque nous regardons certains politiciens étrangers ou certains acteurs publics étrangers, qu'il y a de la qualité dans ce pays. Ce pays est grand et ce pays a de grands hommes et des hommes préparés à construire son avenir. Notre théâtre politique actuel nous fait du mal directement parce que nous ne travaillons pas sur l'alternative et indirectement parce que les autres nous regardent comme une société en totale déliquescence. 6. La cohésion nationale et le salut national dont nous parlons passent également par la réorientation de l'action gouvernementale pour la recherche de résultats qui permettront justement l'atteinte de ce climat et de cet objectif de salut national. 7. Le calibrage de l'exécutif national, afin de renforcer sa maîtrise des questions militaires, politiques et économiques, qui sont les seuls gages crédibles
d'un processus d'unité pour le salut national. 8. Le réaménagement des bureaux des deux chambres afin de réintégrer dans le processus les acteurs institutionnels qui, au terme de la loi, se sont vus exclus par des manœuvres politiciennes. Il ne s'agit pas ici, évidemment, de remettre en cause, sinon ça donnerait lieu à trop de gymnastique, les présidences de ces institutions, mais du moins revoir la composition. Parce que, nous le savons, il y a, dans ce qui s'est passé ces derniers mois, des sujets de grande division dans la composition des bureaux des deux chambres de notre Parlement. Nous pensons également qu'il faut un renforcement du bureau de la CENI en y intégrant les forces politiques qui ont pignon sur rue et qui se sont vues exclues par des manœuvres qui seraient à juste titre à qualifier de politiques. Évidemment, là, le centre insiste. C'est sans remise en cause de son président, Denis Kadima, dont l'expertise internationale reconnue est un gage, dans des conditions optimales, d'un processus électoral de qualité. Donc ici, nous sommes clairs. Il ne faut pas tout remettre en cause, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, mais il y a des réajustements qui sont nécessaires. Parce qu'on a un bon président de la CEI, nous l'assumons, nous le disons, parce que nous travaillons sur base de CV, nous avons des échos de l'expertise avérée du président de la CEI, reconnue dans toute l'Afrique australe et à travers l'Afrique et même le monde. Nous avons donc un bon président, a priori. Maintenant, il ne faut pas que cette expertise soit noyée par ce climat de défiance né de l'exclusion volontaire peut-être, ou de l'auto-exclusion de certains acteurs qui pourtant ont droit de faire partie de cette CENI. S'il faut revoir la loi pour élargir un peu le nombre de postes au sein de la CENI, nous pouvons le faire très rapidement, sans empiéter sur l'éventualité d'un calendrier électoral qui respecterait les délais constitutionnels. Dans un deuxième temps, il y a les actions impératives et spécifiques à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Comprenez bien notre démarche à travers cette conférence de presse. Nous hiérarchisons les priorités. Nous disons, le pays est en guerre, il faut, pour gagner cette guerre, une cohésion nationale pour atteindre le salut. Donc la problématique de la guerre est une problématique centrale. Précédemment, nous avons donc détaillé une dizaine d'outils. Dans le 10e, évidemment, c'est la confection d'un calendrier électoral consensuel. Maintenant, nous disons que ce réaménagement consensuel des institutions et ces décisions politiques qui visent le renforcement de la cohésion nationale en temps de guerre auront pour principal objectif, en 2023, la sécurisation et la pacification définitive de la partie est du territoire national et l'organisation d'élections réellement transparentes. Le centre propose à cet effet, comme cahier de charge, les actions suivantes. A. La mise en place d'un desk stratégique composé de tous les militaires haut gradés ayant une expérience de guerre, même s'ils sont en retraités. L'expulsion immédiate de l'ambassadeur rwandais en RDC, l'édification symbolique d'un mur séparant la RDC du Rwanda à la frontière, la résolution définitive de la question des Tutsis congolais à travers un dialogue entre toutes les communautés de l'Est et à travers des actions de sensibilisation contre toute stigmatisation. La création d'un tribunal spécial pour le Congo, afin d'ouvrir des enquêtes, établir les responsabilités, obtenir réparation de la part des responsables des crimes commis à l'Est de notre pays depuis 2006, date de la fin du processus transitionnel issu du dialogue inter-congolais. Réduction, enfin,
ou presque enfin, réduction par une division par 3 des émoluments des animateurs et membres des institutions, Parlement, gouvernement, présidence de la République. Cela, tenez bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, permettra, selon nos calculs, une économie de 150 à 200 millions de dollars à reverser tout de suite à l'effort de sécurisation de la partie Est en termes militaires, diplomatiques et de renseignement. Oui, ce n'est pas nouveau. J'étais au Parlement à l'époque et il y a eu, à travers des actions du Premier ministre Matata, une réduction. Aujourd'hui, l'explosion des revenus ou des émoluments des acteurs émergents dans ces institutions nous permet de dire qu'effectivement, nous pouvons atteindre ce montant en termes d'économie et reverser cela tout de suite à l'effort de guerre. Il n'y a aucune raison, dans un pays sous-développé, bien qu'étant moi-même partisan, en tant qu'économiste, de ce qu'on appelle les salaires d'efficience. Moi, je suis pour que les gens soient très bien payés, parce que les bons salaires, normalement, amènent les meilleures compétences. Maintenant, la situation, elle est exceptionnelle. Nous sommes en guerre, nous avons besoin de moyens. Il n'y a aucune raison pour que nos députés et nos ministres aient par mois entre 15 et 20 000 dollars. Il y a un petit souci, là, en termes de priorité. Ça veut dire que si nous divisons par 3, il y a 13 000 dollars minimum d'économie à faire sur l'institution Parlement. Vous multipliez ça par 12, vous multipliez ça par 619, vous êtes à 100 millions de dollars approximativement. Vous ajoutez les autres institutions, gouvernement, j'ai été comme ministre qui sont mieux au gouvernement, nous savons qu'il y a des économies possibles. Donc notre proposition en cette période de guerre, c'est cette réduction, c'est essentiel. La guerre que nous subissons à l'Est n'est pas un jeu, c'est une affaire sérieuse et nous devons arrêter en tant que Congolais de traiter cela à la périphérie de nos préoccupations. Les premiers qui doivent donner l'exemple, ce sont les acteurs institutionnels. Enfin, nous pensons qu'il faut travailler sur la définition d'une stratégie économique de guerre viable, à même de tirer profit de l'immensité du territoire national pour tenir une période de tension sécuritaire longue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, telles sont les différentes propositions du Centre dans le cadre de son plan de salut national. Nous sommes à votre disposition selon un schéma très simple que devrait pouvoir présenter le porte-parole. Parce que nous aimerions que les questions soient ordonnées selon les thématiques. Je crois que vous avez toujours, vous orientez, ouvrez thématique par thématique. Et lorsque je ne répondrai pas, Maître Kissombe, le porte-parole ou la secrétaire générale, quelqu'un d'autre pourra répondre également. Parce que je crois que vous ne pouvez pas être pour la modernisation du système politique et ignorer la nécessité pour tous les acteurs de pouvoir s'exprimer par leur sensibilité dans le cadre de la logique des idées fortes. Merci. La vocation d'un groupe politique est de proposer des solutions, des réponses en rapport avec la réalité de façon objective et non pas en se cachant derrière le populisme. La MONUSCO doit-elle partir ? Est une question. Moi je poserai une autre question. Avons-nous les moyens de remplacer la MONUSCO là où elle servait de point tampon? Peut-être pas pour nous aider à résoudre la problématique, mais ne serait-ce qu'en tant qu'œil de la communauté internationale, parce que de toute façon, même dans ce rôle, il y a quand même une limite qu'elle impose à ces groupes armés. Le Congo est un territoire immense. Moi, ma question est celle de savoir, avec la MONUSCO et tous ses moyens, nous n'avons pas encore réussi à hisser nos forces de sécurité au niveau de la problématique. Pensons-nous, et c'est arithmétique, hein, c'est au-delà des sentiments, c'est de l'arithmétique simple. Pensons-nous qu'avec 17 000 hommes bien armés en moins, la situation ira mieux? La réponse du Centre, elle est à la fois réaliste et diplomatique. C'est de dire, en ce moment précis, nous avons besoin des Nations Unies pour nous accompagner dans notre offensive diplomatique contre le Rwanda,
Mais nous avons également sur terrain besoin de la logistique de la MONUSCO. On ne le dit pas souvent, on ne le dit pas assez, qui nous sert énormément. Entre les différentes positions extrêmes, il y a un juste milieu. Et c'est ça la position du centre. Nous ne pensons pas qu'il est opportun d'opérer une séparation non amicale. Je pense qu'il faut procéder à un réajustement de cet accord pour aboutir à un calendrier de départ négocié dans un horizon temporel qui permette aux forces armées de la République démocratique du Congo de prendre la place de la MONUSCO là où elle ne serait plus présente. Le centre a déjà eu, notamment par ma voix, et aujourd'hui de manière encore plus affermie et plus autorisée par la voix du président Kambinga lui-même, à dire que depuis longtemps, une des mesures, avant même que tout le monde reconnaisse et parle officiellement, en ce qui nous concerne Congolais, de l'agression de notre pays par le Rwanda, nous avons parlé de la nécessité d'expulser l'ambassadeur du Rwanda. Pas uniquement en ce qui le concerne individuellement pour telle ou telle attitude, mais sur le principe étatique, sur le principe des rapports étatiques. J'ai eu à rappeler que nous avons ici demandé à l'Union européenne en 2017 de rappeler le chef de la mission de l'Union européenne ici, Bart Ouvry. C'était pendant que j'étais au gouvernement avec le vice-premier ministre Sheoki Tundu, qui avait exigé le départ, donc, mais imminent, immédiat, de l'ambassadeur de l'Union européenne, parce que l'ingérence dans les affaires intérieures de la RDC était arrivée à son compte. Donc, lorsqu'un pays considère que les rapports sont tellement dégradés entre deux États, ou entre des États et des organisations internationales, entre sujets du droit international, une des prérogatives de chaque État, comme sujet du droit international, c'est soit de rompre les relations diplomatiques, on n'en est pas là, parce que le renvoi d'un ambassadeur, ce n'est pas la rupture des relations diplomatiques, le principe des relations diplomatiques reste, mais nous pouvons et nous devons, le centre soutient cela, demander. La procédure est celle-là, elle est aussi simple, après des explications, après la convocation de l'ambassadeur, qui a déjà eu lieu, vous l'avez vu, je crois qu'à l'époque c'était Madame Bazaïba qui avait fait l'intérim du vice-premier ministre Lutundula, n'est-ce pas, pour cette question-là, et une mise en garde avait été faite, etc. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lui-même dernièrement, devant la communauté de développement de l'Afrique australe, n'est-ce pas, vous l'avez suivi, pointé clairement la responsabilité du Rwanda. On cite le Rwanda au plus haut niveau comme agresseur de la RDC, nous l'avons tous suivi. Donc, par voie de conséquence logique, je pense que c'est simplement par excès de lenteur diplomatique. Je ne pense pas que nous ayons peur du Rwanda. Comme le président Kambinga aime bien le rappeler, les conséquences peuvent être lourdes pour ce petit pays en réalité. Si on continue à jouer avec le patriotisme, avec l'intégrité territoriale, je dis bien le patriotisme des Congolais. Mais je pense que le moment doit arriver où il faut vraiment expulser l'ambassadeur rwandais en tant que tel. Je ne parle pas de la personne de M. Karega personnellement, etc. Je parle de l'ambassadeur. Si tant est que je n'ai pas de problème, nous n'avons pas de problème personnel avec lui. C'est d'ailleurs dommage parce que sur le plan humain, ce personnage, cette personnalité connaît bien le Congo, a vécu au Congo, a étudié au Congo, c'est un frère au sens africain du terme, nous sommes des voisins. Parce que le peuple rwandais n'est pas un peuple ennemi. Hein, ce sont les actes de gouvernance qui nous divisent. Et ce sont les gouvernants rwandais qui ont causé la mort de millions de Congolais. N'est-ce pas? Que je sache, ce n'est pas le peuple rwandais qui est un peuple ennemi, mais les dirigeants rwandais se comportent en ennemis depuis trop longtemps. Donc il faut, comme le président Kambinga l'a dit au nom du centre, demander, mais nous attendons cela du gouvernement Sama Lukonde au plus vite, peut-être demain déjà, hein, je pense qu'il est temps de demander le départ
de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, c'est une mesure diplomatique minimale, classique, mais nous ne sommes pas encore au stade de la rupture des relations diplomatiques, parce que l'axe diplomatique pour la résolution des conflits, c'est aussi important. Merci. Nous nous proposons ici un plan de salut national. Si nous parlons de salut national, c'est bien parce qu'il y a un péril national qui nous menace. Et nous osons espérer que comme nous, les autres acteurs politiques, peut-être même ceux qui sont très grands dans le cœur et dans la tête des Congolais, devraient peut-être avoir plus que nous l'amour de ce pays. La politique ne peut pas être qu'un jeu de positionnement. Au-delà que je m'y mette, je dois être le prochain député, je dois être le prochain président. La politique doit avant tout, dans le contexte d'une nation comme la nôtre, être un sacerdoce au service de l'intérêt national. Monsieur Likobo, si vous pouvez arranger le visuel là-bas, parce qu'il y a une expression qui est sur ce visuel que nous avons tenu à mettre, c'est le sursaut patriotique. L'homme d'État, dans ce type de circonstances, c'est celui qui, lorsque ses intérêts personnels sont en contradiction évidente avec l'intérêt national, oublie son intérêt personnel au profit de l'intérêt national. C'est ça l'homme d'État. Donc en l'occurrence ici, ce que nous nous proposons, c'est une voie et une solution sans alternative en réalité. Si les acteurs politiques congolais n'arrivent pas à en s'entendre, nous perdrons. Nous serons tous, la génération qui est la nôtre, complices de ce plan de balkanisation de votre pays. Il faut savoir que la stratégie, elle est simple, et je crois que c'est le président Kabila qui l'a rappelé dans plusieurs discours à l'époque. La stratégie, elle est simple. Créer des foyers de tension, profiter de la division des Congolais, empêcher donc par là la mise en œuvre de politiques de développement, et ainsi faire constater la nécessité d'une balkanisation de ce pays. Ils ont essayé en 2013, ils ont réessayé à plusieurs reprises et ils essayent à nouveau. La responsabilité de ces acteurs politiques, qui ont encore plus que nous des devoirs par la magistrature morale qu'ils exercent sur l'opinion, c'est de faire preuve de dépassement. Et le premier qui doit prendre ses responsabilités en tant que garant de l'unité nationale, c'est le président de la République. C'est pour ça que nous avons dans notre plan de salut public, commencé par le chef de l'État, qui doit tendre la main. Et que le Congo, dans son entièreté, voit cette main tendue. Et à partir de là, chaque Congolais jugera la réaction des adversaires, qui devront choisir devant chaque Congolais si ils sont comme dans l'arbitrage de Salomon, du côté de la maman qui préfère renoncer à l'enfant pour sa survie, ou qui sont du côté de la mauvaise maman qui était prête à ce que le roi Salomon décide de couper l'enfant en deux. C'est une manière de mettre chaque acteur politique, chaque membre de la société politique congolaise devant ses responsabilités. Non plus ici de remettre en cause la présence de ceux qui sont déjà. C'est pour ça que nous parlons de renforcement. Ça veut dire, quitte à revoir rapidement la loi, et ça peut se faire, tout ça c'est une question de volonté politique, sans arrêter la machine. Nous avons une équipe qui est en place, par la loi, à ajouter 4 postes pour intégrer ceux qui se sentent exclus du processus. C'est tout à fait faisable et ça ne va pas arrêter la machine. Pour autant que le président de la CENI est là et continue à faire son travail avec son équipe. Le bureau de la CENI actuel est différent du bureau de la CENI de 2018, parce qu'il y a eu une modification de la loi. Donc on peut modifier la loi. Nous avons combien de vice-présidents? On peut ajouter un 3e ou un 4e vice-président par la loi. Tailler des lois sur mesure justement pour la situation. Madame,
dans la situation particulière de la République démocratique du Congo, nous avons toujours, par cette recherche de consensus, trouvé des solutions. Oui, s'il faut revoir la loi pour que la transparence et la confiance soient retrouvées, il y a toujours un prix à payer. Et je pense que c'est parce qu'au Congo, on a l'habitude de faire la politique de l'autruche que souvent nous nous retrouvons face à un mur à la dernière minute. Il n'y a aucun obstacle majeur à trouver un moyen urgent pour permettre, pour ne pas les citer, au camp de la Mouka, de M. Fayoulou, de trouver une place à la CENI, sans remettre en cause ce qui existe. Il n'y a aucune raison pour empêcher le FCC du président Kabila de trouver une place à la CENI sans remettre en cause ce qui est fait. Nous avons pris des décisions plus difficiles dans ce pays. Nous avons eu 4 vice-présidents de la République. Dans ce pays, au nom de l'intérêt national, nous avons une majorité qui a renoncé à 3 ou 2 reprises à avoir un Premier ministre. Alors, c'est dans ce même pays où on voudrait nous faire croire aujourd'hui, pour l'unité nationale, pour avancer vers un processus consensuel, sans remettre en cause les acquis, il ne serait pas possible de réajuster. Dans ce pays, on a même inventé des institutions sui generis, comme au sortir de l'accord de la Saint-Sylvestre. On a créé une institution spécifique pour le président Etienne Tshisekedi à l'époque, qu'il devait occuper et qui est ensuite le CNSA, le Conseil national de suivi de l'accord. Ça veut dire que lorsqu'on pense que c'est nécessaire, on le fait. Là, c'est une question de choix. Est-ce que nous pensons que le climat de défiance ambiant nous garantit des lendemains qui chantent après les élections? Ou est-ce que nous pensons bien au contraire qu'il y a des réajustements qui pourraient être une garantie de rassemblement? Parce que n'oubliez pas ici, l'idée c'est toujours ce rassemblement parce que nous sommes en guerre. Nous énonçons la division, les raisons de la division, nous proposons des solutions qui doivent nous ramener tous ensemble, unis, pour combattre l'ennemi. C'est ça notre idée. Donc au prix de quoi? Au prix de certains aménagements. Oui, je pense que parce que le pays est divisé, parce que le pays est en guerre, parce que le pays est menacé, changer une loi, la modifier légèrement pour intégrer d'autres acteurs, ce n'est pas un prix très élevé. Pari du chef de l'État, pari gagnant, parce que pour une première expérience gouvernementale, nous pensons que même si, en additionnant le tout, nous n'obtenons pas toute la satisfaction nécessaire, mais individuellement, des ministres comme Didier Boulimbou, avec le bloc pétrolier, on voit une dynamique, des ministres comme Sakombi, avec la numérisation, on voit une dynamique, des ministres comme Patrick Mouyaya, avec le costume qu'il a su retailler à sa mesure, avec son style, malgré la difficulté qu'on aurait pu imaginer de prendre la place de Mende, on a Chérubin Okende, on a, contrairement, je vais vous étonner à l'idée que les gens se font, Kibasa. Vous savez, au-delà du rôle difficile qu'il a eu d'assumer une nouvelle taxe, parce que c'est toujours un rôle ingrat partout dans le monde, les chiffres, l'augmentation annuelle de quasiment 10%, les revenus de l'État, du chiffre d'affaires de son secteur, du nombre d'abonnés, le lissage vers le bas du prix des mégas, c'est des choses dont on ne parle pas souvent. Parce que le pauvre, il a été noyé dans la responsabilité ingrate de porter une augmentation de prélèvement. Ce n'est jamais évident nulle part au monde. Vous voyez, donc, il y a des dynamiques. Nous observons. Je
Je pense aussi qu'il y a Guy Loiseau aussi, qu'on voit en mouvement. Il y a beaucoup de ministres. Et il y a beaucoup de ministres qui se battent. Même le ministre de l'Enseignement supérieur, on le voit, tout nutruant, qui bouge, qui fait des choses. Donc, il y a un pari gagnant vers une nouvelle génération du président de la République. Nous reconnaissons qu'individuellement, il y a des individualités qui se distinguent. Mais nous ne pouvons pas objectivement considérer et faire l'impasse sur la cohérence de l'action globale. L'absence de certaines réformes. Je vais vous donner un exemple. Vous avez M. Jules Aligneté, qui, de mon point de vue, est un homme brave, qui fait un travail extraordinaire, mais qui malheureusement, dans les faits, ne peut s'apparenter qu'au mythe de Sisyphe. Le pauvre, il est obligé, il prend la pierre, il monte, il est au-dessus, ça redescend. Il monte, il est au-dessus, ça redescend. Pourquoi? Parce que, de mon point de vue, il y a un certain nombre de réformes qui devraient accompagner son action, qui ne sont toujours pas d'actualité. Résultat, il y a un plus à mettre sur son action, mais comme c'est compensé par une absence de réforme, et les réformes, elles peuvent être très simples. Il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux de contrôle. Il y a le contrôle politique par le Parlement, il y a le contrôle juridictionnel par la Cour des comptes et le contrôle administratif par l'IGF. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence dans le circuit de contrôle. Et cette cohérence tarde. Certaines réformes, je vous les donne, pour donner du poids et de la cohérence à l'action gouvernementale dans le domaine du contrôle. Gilles Aligneté, il fait son travail avec l'IGF. Mais les comptables, moi j'ai été ministre plusieurs fois. Comptable, dans d'autres pays, c'est un grand commis de l'État qui fait contrepoids à son ministre et qui empêche ainsi, par sa position, des dérapages. Mais chez nous, c'est un petit gars du cabinet. Et le ministre fait ça, il fait ce que le ministre lui demande. Mais tant qu'on n'a pas réglé ce problème du sous-gestionnaire de crédit, du contrôleur financier, du comptable, qu'est-ce qui se passe? Comment vous réglez le problème aussi bien qualitativement que quantitativement de la dépense publique? Il faut changer le statut des comptables, des agents du service financier des ministères. À mon avis, il devrait même être nommé directement par ordonnance présidentielle, leur offrir un statut et des revenus indépendants des cabinets ministériels pour que, effectivement, au lieu de leur pouvoir de contrôle, ils puissent faire contrepoids. Vous voyez, ces réformes, elles n'existent pas. Donc ça pose un problème dans le cas de la lutte menée par Jules Aligneté. Ensuite, je voudrais vous donner un autre exemple de réforme. Où avez-vous vu, dans quel pays développé, puisque ce sont ces pays qui nous servent de référence et de benchmark, avez-vous vu des comptables entre 19h et 20h sortir avec de sacs d'argent, l'argent des institutions? Je ne sais pas, vous imaginez le comptable, M. Robert Laurent, du ministère des Transports de France, il est à la Banque de France à 21h, il sort avec des sacs. Mais c'est un des problèmes. C'est un des grands problèmes de la question des détournements. La manipulation des espèces. Il faut bancariser, interdire au niveau de la Banque centrale les dépenses publiques faites par des manipulations d'espèces. La Banque centrale peut, tout en respectant l'autonomie des ministères, virer les montants dans les comptes, que ce soit pour des disponibilités d'ordre discrétionnaire, comme pourrait être une dotation, la lisibilité dans l'utilisation même plus importante, si lorsque le ministre d'État, le vice-premier ministre, reçoit sa dotation directement dans son compte. Pourquoi nous devons avoir des comptables, des agents des services financiers, à 21h, 22h, avec des sacs d'argent qui arrivent dans des cabinets, alors que nous avons un système bancaire qui s'est professionnalisé, qui est efficace. Le paiement des factures. Pourquoi il faut une manipulation des espèces? Les virements bancaires existent. Cela renforce la traçabilité. Donc vous voyez, il y a beaucoup de petites réformes qui, puisqu'elles ne sont pas d'actualité, annihilent ou édulcorent l'efficacité de certaines bonnes volontés. Je parlais ici d'un cas spécifique pour étayer un peu l'argumentaire du ministre Kissombe de l'IGF et des limites de l'action de l'IGF, qui d'ailleurs ne manque pas de se plaindre, mais ces limites sont liées à toutes ces réformes qui doivent accompagner le processus et qui, de cohérence de l'action gouvernementale. Donc la conclusion, c'est bilan mitigé, parce qu'il y a des individualités qui se distinguent, mais dans la sommation. Donc on est dans un pays où on considère que celui qui dit
je suis congolais, je suis un des descendants de Lumumba, de Kimpavita, je suis un patriote. Je considère qu'il n'y a rien de plus important que la sécurité, l'intégrité territoriale et la paix dans mon pays. Qu'il n'y a rien de plus important que de faire en sorte que les enfants ne soient plus violés, que les femmes ne soient plus violées, que les familles ne dorment plus à la belle étoile. Et pour moi, en tant que Congolais, il n'y a rien de plus important que ça. Voilà notre point de vue. Et puis il y a un autre point de vue qui dit ceci, qui dit les gens peuvent continuer à mourir, on peut même partir de Bunagana, aller jusqu'à Goma, on peut continuer à faire tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument, dans cette division, aller vers cette élection cosmétique, parce que nous sommes l'alternance, même si moi je suis convaincu qu'ils ne sont pas l'alternative, et voilà les deux points de vue. Ils disent, on peut tuer, on peut couper le Congo, on peut tout faire, ce n'est pas important. Il faut que moi je devienne député en 2023, il faut que moi je devienne sénateur en 2023, il faut que moi je devienne président. Je sais que les députés et les sénateurs gagnent 20 000 $. C'est très important lorsqu'on ne les a pas. Mais au prix de l'intégrité territoriale, au prix de la paix, au prix de la sécurité. Mais qu'on nous juge sur base de cela. Parce que moi aussi, je serai candidat. Moi aussi, je peux aspirer. Mais moi, je dis, simplement, en tant que Congolais, le centre dit que s'il y a un choix à faire, patriote, moi je pense que c'est d'abord là. Et certains ajoutent, ah non, il faut d'abord dégager ceux qui sont sur place. Ils sont médiocres, c'est à cause d'eux. Ok, c'est très bien. Moi je dis, non, nous sommes en guerre. Ce n'est pas en handicapant le processus de neutralisation de nos ennemis et en nous battant entre nous que nous serons plus forts. Mais si vous pouvez être aussi efficace au sommet, pourquoi dans le cadre d'un consensus au nom de la patrie, vous le seriez moins? Ne dit-on pas qui peut le plus, peut le moins? Voilà les réponses du centre. Maintenant que les Congolais jugent, ceux de la diaspora et ceux d'ici. Qui veut les postes? Celui qui veut d'abord protéger ses frères et sœurs de l'Est, l'intégrité du territoire, qui est prêt à renoncer aux postes, parce que c'est précisément cela. Ou ceux qui sont prêts à tout pour avoir ces postes de sénateurs, de députés, de présidents. C'est une question de bon sens. Et, sachez-le, nous ne reculerons jamais. Nous ne nous montrerons pas lâches pour dire la vérité et assumer nos positions. Nous pensons que c'est humiliant, c'est inhumain pour nous les Congolais de regarder la question de l'Est comme une question périphérique. Nous devons nous réveiller parce que le Congo doit être un, uni pour prospérer. Voilà. Je commence par la deuxième question. Et l'autre question correspond à un des points que nous avons abordés sur le renforcement des capacités de la nouvelle génération. Et Rodrigue Mwamba pourra l'aborder, et Yves Kisombe aussi pour aborder cette question. Parce que, oui, le docteur fait partie de cette nouvelle génération, et je pense qu'il a quelque chose à dire. Voilà. Peter Tchiani, nous l'avons dit dans notre intervention, aujourd'hui, plus que jamais, la société congolaise est radicalement divisée. Nous sommes dans une espèce de guerre civile qui ne dit pas son nom. On a rarement vu un tel niveau d'ostracisme, tribalisme, haine, position irréconciliable. Donc en fait, tous les ingrédients qui nourrissent la force de nos ennemis sont sur la table. En fait, c'est comme si ceux qui veulent diviser ce pays étaient en train de réussir, en réalité. C'est du jamais vu, et vous avez raison. C'est ce qui explique ce climat totalement délétère de conflits interethniques, de délinquance juvénile. C'est le climat général de violence. La société congolaise, aujourd'hui, est une société violente. La violence, elle est d'abord verbale. La violence verbale nourrit toutes les autres violences. Parce qu'elle entraîne des situations de comportement extrêmes. On s'insulte à longueur de journée à travers les médias. On se bat même sur les plateaux de télévision. Lorsque ce spectacle arrive à travers les tubes catholiques auprès
des téléspectateurs, ça donne quelle image de la société, ça donne quelle éducation de la société, ça donne quel message d'espérance. Lorsque les leaders sont incapables de se réunifier face à l'essentiel, ça donne quel message? Lorsque vous ajoutez à cela cette faiblesse congénitale de notre système d'organisation sociale d'une manière générale, parce que cela se reproduit comme une espèce d'atavisme malheureux, de génération d'année en année, de gouvernement en gouvernement, de système politique en système politique. Vous arrivez au schéma catastrophique et apocalyptique que vous décrivez, où le Congo est comme une cocotte minute qui est prête à exploser à tout moment. Les clivages sociaux s'élargissent, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, la classe moyenne s'étrique. Oui, nous sommes au bord d'une guerre civile en République démocratique du Congo. Tous les ingrédients sont là. Et pour le salut national, nous demandons le dépassement. Je le répète, il faut arrêter avec, je l'ai dit tout à l'heure, ça vous a un peu fait rire, ce narcissisme masturbatoire juxtaposé. Chacun est dans son camp et le plus beau et le plus fort. Chacun est mieux que tout le monde. Et finalement, nous sommes une nation dos à dos. C'est ça qui explique cette situation. Donc il faut, pour le salut national, que les leaders politiques que nous sommes, et ceux qui sont encore plus que nous les leaders le comprennent. Nous sommes au bord d'une implosion dans ce pays. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être la génération qui aura travaillé pour la somalisation de la RDC. Le RDC peut devenir le Yémen, peut devenir la Syrie, tout ce qui se passe ailleurs pourrait arriver dans ce pays. Que ceux qui sont enfermés dans leur confort et dans leur certitude se réveillent. Que ceux qui sont enfermés dans leur confort et leur certitude se réveillent. Regardons autour de nous. Ne soyons pas cette génération honteuse qui aura échoué à perpétuer l'héritage des pères de l'indépendance.